Salut tout le monde, c'est Antoine. Il y a quelques jours, j'ai fait un live Twitch sur ma chaîne, je vous mets le lien dans la description, pour parler de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Une dynamique qui se voit dans les médias, puisqu'il a fait des grosses émissions très suivies et beaucoup commentées positivement. Une dynamique qui se voit dans son meeting de Montpellier, une dynamique qui se voit dans les sondages, qui se voit aussi dans les outils qui sont mis en œuvre, notamment par le Discord insoumis comme l'aec.fr. Et donc j'ai voulu tracer un peu ces quelques jours autour de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il y a Picadil, qui est quelqu'un qui participe à mon Discord sur Discord, je vous mets bien dans la description aussi, qui a fait un petit résumé en vidéo de cette intervention sur Twitch. Du coup, je remercie Picadil et je vous invite à regarder ce résumé donc de ce que j'ai dit sur la dynamique Mélenchon. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. En ce moment, il y a effectivement une grosse dynamique Mélenchon. Vous le constatez peut-être autour de vous, vous le voyez peut-être dans les médias, vous voyez dans les sondages, et c'est un peu de tout ça ensemble dont on va parler. Donc, je ne sais pas par où commencer. Peut-être qu'on peut commencer par le dernier événement qui vient de se produire, qui est le mot de Ségolène Royal ce soir. C'était sur BFM ou sur LCI, je crois que c'était sur BFM, on va regarder ça ensemble. Mais le mot de Ségolène ce soir qui a dit un petit truc sympa. Je vous laisse écouter l'extrait et on en parle juste après. Putain, ça c'était bien envoyé. Enfin, je veux dire, ça faisait un lancement un peu professionnel. Je vous laisse écouter l'extrait et on en parle juste après. Aujourd'hui, la question sera, quel sera le vote utile à gauche? Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups. Et donc, c'est lui le plus solide. C'est lui le plus solide. Et donc, à un moment, si la gauche va être au second tour, eh bien, il faut que les responsables se réunissent et disent quel est, même si un tel ou tel a tel ou tel défaut, regardons aussi ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Quel est le vote utile à gauche? Et le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ok, alors là, bon déjà ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce que ça veut dire et du point de vue depuis lequel parle Ségolène Royal. Il faut bien voir que Ségolène Royal, elle parle depuis un point de vue qui est le point de vue de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est quoi? C'est la gauche qui n'est pas tout à fait radicale dans ses opinions et qui pense qu'en gros, on peut s'arranger. Je vous le fais très simplifié, mais en gros, on peut s'arranger avec le capitalisme. Il faut faire de la croissance pour répartir inéquitablement les fruits de la croissance. On ne veut pas forcément changer le système capitaliste, etc. Mais quand même, on veut le progrès social. Bon, les derniers épisodes de la social-démocratie ne ressemblaient pas tout à fait à ce qui est censé être la social-démocratie dans théorie, puisque François Hollande, on peut dire que finalement ça a été même carrément la droite bien de droite, quoi. Voilà l'espace politique duquel elle vient. Cet espace politique-là, c'est un espace qui se cherche, qui pour partie est parti chez Macron, donc ils sont devenus carrément libéraux, et pour l'autre partie est un autre espace qui est un espace de rupture avec le capitalisme à gauche. Donc il y a une partie de la social-démocratie qui est partie vers chez Macron, et une autre partie qui s'est en quelque sorte radicalisée sur des positions de rupture avec le capitalisme. Et en 2017, vous aviez eu vraiment un quasi-éclatement. L'électorat traditionnel de la social-démocratie, c'était le PS. Cet électorat s'était réduit à peau de chagrin sur la candidature de Benoît Hamon, qui avait fait autour de 6%, si mes souvenirs sont bons. Elle s'était coupée en deux, en fait, entre d'une part Macron pour ceux qui étaient les plus libéraux, et puis d'autre part pour Mélenchon pour ceux qui étaient les plus radicaux et prêts à une rupture à une rupture avec le capitalisme. Bon, la situation a évolué, mais Ségolène Royal vient de cet espace-là. Donc il faut écouter ce qu'elle dit en se disant bien qu'elle parle depuis cet espace-là et que aussi sa voix peut porter dans cet espace-là. Et d'ailleurs, genre, petite parenthèse, mais un des journaux un peu phare de la social-démocratie qui est Libération, directement voyant que Ségolène Royal avait dit ça, a fait un article sur le sujet et qui en gros va s'adresser à cet espace politique-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que sa prise de parole à Ségolène Royal, elle s'adresse à un espace politique qui, pour beaucoup, est un peu le dernier espace politique un peu réticent à gauche à aller vers la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est des propos qui peuvent être très porteurs pour Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, la question sera, quel sera le vote utile à gauche? Bon, déjà ça commence. Le vote utile à gauche. Alors chez les sociaux-démocrates,
de base, le vote utile, c'était un peu le truc pour taper sur tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la social-démocratie. En gros, dans les élections précédentes, à chaque fois, le PS était en tête, et puis nous disait bon, ben quand même, il faut voter utile pour que la gauche soit au deuxième tour, et pas qu'on se retrouve dans un deuxième tour où ce serait la droite face au Front National comme en 2002. Donc à partir de là, ils ont commencé à inventer le vote utile. Moi, j'aime pas trop cette formule du vote utile, et dans notre espace politique, on n'aime pas trop parce qu'on s'en est beaucoup servi contre nous. Ça voudrait dire un peu aussi que d'autres candidatures sont entre guillemets inutiles, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Chaque candidature est légitime, chaque candidat a le droit de se présenter. On peut présenter, voilà, c'est ce que dit Ninoma. On s'est battu, nous-mêmes, ceux qui viennent de notre espace politique, on s'est battu contre cette notion de vote utile en disant que ça avait peu de sens. Je lui préfère la notion de vote efficace, parce que de fait, voter Mélenchon, c'est un vote efficace pour faire en sorte d'être au second tour et d'avoir une gauche au second tour pour ceux qui ont cet objectif-là. Donc bon, mais en tout cas, la formule, faut bien le voir depuis son point de vue à elle, la formule, elle porte dans l'espace politique de la social-démocratie, parce que c'est des trucs qu'ils ont beaucoup utilisés contre nous, et du coup, ça se retourne un peu contre eux maintenant, il faut bien le reconnaître, quoi. Donc voilà. Alors vas-y, on continue. Puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles. Alors ça, non, je vais revenir un peu en arrière. Elle dit d'abord, c'est celui qui professionnellement fait la meilleure campagne. Ça, c'est intéressant. Il y a faire campagne, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'improvise pas. On peut pas essayer de gouverner le pays et d'être président de la République comme ça, en claquant des doigts le matin. Il y en a certains pour qui ça peut marcher, quand ils sont très fortement aidés par des forces capitalistes, justement. Donc vous avez vu Macron comme il est sorti du chapeau la dernière fois. Là, vous avez Zemmour qui est exactement dans le même type de situation, où de toute évidence, moi je ne sais pas d'où ça sort, mais de toute évidence, il a un maximum de blé qui lui arrive, puisqu'il est capable de faire des gros meetings. Tout ça est fait avec des prestataires. Qui coûte une fortune, parce que nous on sait combien ça coûte le prix des meetings et on voit ce qu'ils font et on sait très bien que ça coûte du fric. Donc en général, posez-vous la question de d'où vient l'argent, parce que si y a des gens qui filent du fric, ensuite ils ont des intérêts économiques derrière, ils veulent un peu arrondir les choses. Donc quand Zemmour nous parle de son programme économique, on voit bien qu'il est très favorable aux classes très aisées de la population. C'est un genre de Macron bis avec des obsessions immigration, islam, etc. Mais sur le plan économique, c'est un Macron, quoi. C'est le même politique, parfois même pire sur certains endroits. Donc voilà. Et pour les autres, du côté gauche, où l'argent n'est pas forcément le truc... je veux dire, les capitalistes, ils n'ont pas envie de financer des gens qui vont leur faire les poches derrière, donc ça se comprend. Et comme nous, on est ceux qui vont le plus potentiellement leur faire les poches, ils n'ont pas spécialement envie de nous aider. Nous, on marche avec des campagnes de dons et du financement auprès des gens. D'ailleurs, si vous le voulez, c'est le moment, hein, parce qu'on a besoin. Mais donc... le fait de faire campagne, être capable de prévoir des agendas de campagne, être capable de prévoir des événements, quand on a prévu des événements, de les réaliser sur le plan professionnel, justement. Tout ça, c'est pas des trucs qui s'improvisent, c'est des trucs qui se préparent de longue main, c'est des trucs qui se travaillent, ça demande des équipes qui sont militantes. Et Royal, en soulignant ça surtout, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous décrypter le propos depuis son point de vue à elle. En fait, en disant ça, elle ne dit pas tant qu'effectivement, on est le plus capable de faire campagne. Elle dit aussi que les autres sont en train de rater leur campagne. Et moi, honnêtement, de vous à moi, un des trucs qui m'étonne le plus dans cette campagne, c'est à quel point des partis comme le PS, par exemple, se trouvent incapables de mener des campagnes du type de celles qu'on fait. Je veux dire, c'est un parti qui gouvernait le pays il y a quand même pas si longtemps que ça, quoi. Jusqu'en 2017, du coup, c'était le PS qui était au pouvoir. C'était pas il y a une éternité, c'était il y a 5 ans. Et ils sont passés de capables de faire une campagne victorieuse et de prendre le pouvoir à ça, ce qu'on voit en ce moment. Et en fait, ce qu'elle dit là, c'est davantage une critique vis-à-vis des autres c'est à la fois une critique vis-à-vis des autres et en même temps une reconnaissance du fait que finalement, parce qu'on est la force capable de faire campagne, on est aussi la force capable de gagner et ensuite de gouverner. La suite est aussi intéressante. Et là, elle parle en fait en creux un peu de son expérience à elle de candidate à la présidence. Qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui. Ça, c'est pour les SOSDEM. Qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups. Voilà.
Vous avez vu ce qu'elle met dans ce qu'elle met. Elle met capable de répondre aux questions. Donc ça, c'est pour Taubira aussi au passage où elle s'était fait un peu casser dans son intervention à la Fondation Abbé Pierre. Où, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était une catastrophe. Donc capable de répondre, il maîtrise ses dossiers. Elle ajoute il est cultivé, etc. Et elle dit un truc à la fin qui est aussi un des trucs les plus intéressants. Elle dit capable de prendre des coups. Et mine de rien, cette petite phrase, eh ben, c'est une reconnaissance aussi du fait que Jean-Luc, il s'en prend plein la tronche sans arrêt et qu'il est capable d'encaisser ça et de continuer à avancer et continuer à faire campagne. Donc ça, c'est aussi un signal un peu fort. Et elle en parle de son point de vue à elle, d'ex-candidate à la présidentielle, qui en a pris pas mal des coups. Ok, allez, on enchaîne. Et donc, c'est lui le plus solide. C'est lui le plus solide. Et donc, à un moment, si la gauche va être au second. Alors voilà, là, elle repart sur des trucs de union de la gauche, etc. Vous allez voir, c'est intéressant. Tour, eh bien, il faut que les responsables se réunissent et disent quel est, même si un tel ou tel a tel ou tel défaut, regardons aussi ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Quel est le vote utile à gauche? Et le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, la question. Donc là, elle, son point de vue à elle, c'est que, et nous, c'est aussi l'analyse qui nous a poussé à faire campagne comme on l'a fait. Elle dit en gros, il faut que les responsables de gauche discutent entre eux et à la fin, on peut faire l'union de la gauche autour de Mélenchon et c'est bon, on va être au second tour. Moi, et nous, la stratégie qu'on a faite, justement avec la campagne de l'Union populaire, c'est qu'on s'est dit, de toute façon, les organes politiques ne feront pas l'union. C'est pas possible parce que chacun sont en train de défendre, enfin pour beaucoup, ils sont en train de défendre davantage des structures politiques que un programme et d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce programme. Donc comme l'union n'est pas possible par les structures politiques, on va le faire à la base, on va le faire autrement, avec ce Parlement de l'Union populaire dans lequel, vous l'avez vu, on intègre de plus en plus de gens qui nous rejoignent et qui donc, nous rejoignant, montre la diversité de la gauche, justement. Un espace qui arrive à regrouper d'anciens écologistes, des gens qui viennent du PCF pour certains, d'autres qui sont en gros des anciens de la maison France Insoumise, etc. Et donc de mettre ensemble un peu tout le monde. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Luc dans le tweet qu'il a fait sur le sujet. Si vous lisez son tweet, il dit je remercie Ségolène Royal pour ses mots de rassemblement à l'égard de ma candidature. Son mérite est d'autant plus respectable car je sais que son soutien n'est pas un ralliement. Je lui en suis donc très reconnaissant. Vous voyez, c'est intéressant. De la même manière, par exemple, quelqu'un comme Émeric Caron, qui partage beaucoup plus de choses avec nous que Ségolène Royal, qui est en rupture avec le capitalisme, etc., il continue à être dans son parti, il continue à porter ses idées qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, qui sont pour certaines, qui vont sur certains sujets un peu plus loin ou un peu moins loin, ça dépend des choses. Mais il se met d'accord sur une question de programme. Là, Ségolène Royal, elle est dans une démarche qui est un peu intermédiaire. Elle dit en gros, si on veut gagner, enfin si on veut être au deuxième tour, nous la gauche, il faut qu'on ait Mélenchon. Un autre truc qui est intéressant, c'est ce tweet d'Edoui Plenel, d'ailleurs 2000 retweets pour le follow, et qui dit, Plenel qui dit indéniablement la campagne 2022 de Jean-Luc Mélenchon marque des points par sa cohérence et sa cohésion face aux incohérences et aux improvisations des autres candidats de gauche, et même BFM Business s'en aperçoit. Et Plenel a retweeté en disant, il parle quand même de cohérence, de cohésion, et il parle pour les autres d'incohérence et d'improvisation. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant que ces espaces-là, Royal d'un côté, Plenel de l'autre, viennent dire, finalement, voilà, il y a un candidat qui est solide, un candidat qui est sérieux, c'est Mélenchon. Et je trouve que c'est bon signe parce que un des espaces politiques qu'il faudrait qu'on arrive à... Tu as raison, Usul aussi, Usul l'a dit, mais Usul, il n'est pas dans l'espace politique de la social-démocratie, il était plutôt de l'autre côté, plutôt à notre gauche. Mais c'est vrai que c'est debout en même temps, si vous voulez. Et justement, le moyen d'accéder au second tour pour Jean-Luc Mélenchon, c'est justement d'être le rassembleur de cet espace politique-là. D'aller rassembler des gens qui se seraient dit il vaut mieux voter Jadot, il vaut mieux voter Taubira, il vaut mieux voter Hidalgo, etc. Et puis d'aller en rassembler d'autres qui se disent peut-être il vaut mieux voter Poutou, Roussel, etc. Parce que c'est la candidature qui rassemble autour d'un programme. Vous avez des espaces politiques qui gravitent un peu autour de nous, qui se disent finalement Mélenchon, à 2 mois de la présidentielle, il a un programme, il a une équipe, il est fort, il est capable de faire campagne. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas aller avec lui? En tout cas, pourquoi ne pas essayer de lui donner un petit peu de dynamique? Voilà, des transitions qui sont au poil. Donc, les sondages, ils sont tous en hausse. Et en particulier, les derniers qui nous mettaient autour de 9% sont passés petit à petit
à autour de 10, 11 même pour certains. Vous voyez la tendance de Jean-Luc depuis en gros le mois de janvier, la fin du mois de janvier. Donc là, on est le 27 janvier. Ça monte. Et de l'autre côté, ils sont en train tous de se stabiliser. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette dynamique-là se fait pas nécessairement au détriment des autres candidats de gauche. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Vous voyez, tous ceux qui nous ont dit, je sais pas quoi, les candidatures de gauche s'affaiblissent les unes les autres, etc. Je sais pas quoi, bah c'est pas vrai. Le fait qu'il y ait plusieurs candidatures de gauche, ça permet aussi qu'il y ait plus de thématiques de gauche, entre guillemets, qui s'expriment, et en particulier que la question du pouvoir d'achat soit la plus évoquée. Donc sur la page d'avant, vous voyez Roussel plus 0,5, Mélenchon plus 0,5, Taubira plus 1, Jadot plus 1, total plus 3 pour la gauche. Et c'est à droite que ça baisse. Autre point intéressant, vous voyez donc, nous on est à 10,05. Macron a forfait bloqué, c'est clair. Nous on est à 10,05. Et le deuxième tour, il est à 15. Donc on est à 4,5 points du deuxième tour sur le ILAB. Ce qui est quand même intéressant compte tenu du fait que on sait très bien que les dynamiques de Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne, elles sont énormes et que, à l'inverse, l'extrême droite a tendance à piquer du nez en fin de campagne. Bon, donc, les sondages, autre élément donc, de cette dynamique, aussi parce qu'ils contribuent à créer une ambiance médiatique. C'est surtout pour ça qu'ils sont intéressants. C'est que vous avez des commentaires qui ont lieu dans les médias à ce sujet-là. Je regarde juste vite fait si j'ai pas reçu des messages de trucs urgents à faire. Non, c'est bon, parfait. Oui, vous avez des commentaires qui sont faits dans les médias qui parlent de la dynamique Mélenchon. Et du coup, ça finit par entretenir un état d'esprit qui est assez intéressant pour nous, parce que quand vous avez plusieurs médias qui répètent que Mélenchon peut accéder au second tour, que Mélenchon fait la meilleure campagne, que Mélenchon est dynamique, etc., bon, bah, on va pas s'en plaindre, quoi. Ça crée une ambiance qui fait que des gens se disent ah, bah, finalement, Mélenchon, je croyais pas qu'il pourrait gagner. Maintenant, je crois qu'il peut gagner. Tiens, si seulement on pouvait avoir le SMIC à 1 400 €. Tiens, si seulement la retraite à 60 ans. Tiens, si seulement on pouvait faire l'augmentation de pas une retraite en dessous du SMIC, etc., etc., etc. Donc, il y a des gens qui commencent à se dire oh, bah, tiens, ce programme qu'on me disait c'est pas possible qu'il arrive à gagner. Eh ben. Youpla boum, d'un seul coup, ils se disent que c'est possible. Des transitions qui sont au poil. Le meeting de Montpellier. Vous avez cru que je regardais un truc, mais je n'ai pas de notes. En réalité, tout ça est fait sans notes et c'est magnifique. Oui, je disais donc le meeting de Montpellier, et je pense à ça parce que justement dans le meeting de Montpellier, Jean-Luc a dit ça. Il a dit dans 2 mois vous avez le choix, dans 2 mois vous pouvez soit avoir, enfin si vous voulez dans 2 mois vous avez le SMIC à 1 400 €. Si vous voulez dans 2 mois, nous faisons le blocage des prix. Si vous voulez cet été, ceux qui ont 59 ans et 360 jours partent à la retraite. Et ce moment-là de si vous voulez, et si vous voulez pas, et ben vous avez qu'à voter Macron, il était hyper fort, il a hyper marqué les esprits. C'est un des extraits qui a le plus tourné et sur Twitter et sur Facebook où on l'a découpé. Je me demande même si sur TikTok c'est pas aussi un des extraits qui a le plus tourné. Donc, je reviens à ce que je disais, meeting de Montpellier, déjà démonstration de force par la taille de la salle, hein, il y avait 8000 personnes dans cette salle. Et donc vous voyez, c'était une salle qui était un peu comme un stade, comme ça, en rond comme ça, et avec des gradins et tout, et un sol assez dense. Et donc, du coup, la salle elle-même, en plus du fait qu'il y avait énormément de monde, la salle elle-même donnait une impression de force assez énorme. Donc, cette salle déjà était très remplie, et la forme de la salle elle-même donne une impression de force. Et il y a eu tout un moment où les gens attendaient que ça commence, etc., et où les gens chantaient et se répondaient les uns les autres, et c'était super fort. Et puis, par ailleurs, il y a aussi le discours de Jean-Luc, qui était un discours très marquant, et qui vient, pour le coup, qui peut rassembler très largement sur des bases d'intérêt général, parce que c'était un discours qui était très orienté contre les très riches, contre les très puissants, les puissants d'un côté et tout le reste de la population de l'autre. Il a bien rappelé le chiffre des 5 milliardaires français, hein, qui possèdent autant que 27 millions de personnes
dans notre pays. Bah, ça, c'est des choses où il y a des gens qui sont pas forcément de gauche, ils sont pas forcément de notre avis, ils écoutent pas forcément Mélenchon, mais ils entendent un gars qui leur dit « Vous voyez tout ce qu'on peut faire ?» Et il y en a qui ont vachement de fric, et ceux-là, on leur demande jamais rien. Et par ailleurs, on nous parle du déficit de l'État, mais si vous comptez qui c'est qui est responsable du déficit de l'État, bah, c'est tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux riches, pardon, pas en riches. Il a pris le chiffre des 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros, c'est le déficit de l'État à l'heure actuelle. Et 140 milliards d'euros, c'est aussi à la fois les dégrèvements d'impôts qu'on a fait et les aides qu'on file aux entreprises. Donc, voilà. Hein, si vous voulez de l'argent, on sait où le trouver, en gros. Et ce discours-là, avec cette salle-là, dans ce moment-là, fait une démonstration de force, donne une dynamique. Et quand vous êtes quelqu'un de gauche qui prône le partage des richesses, vous avez un candidat qui est capable de faire ça, vous avez les autres en face qui font des campagnes qui sont malheureusement un peu, à mon sens, un peu faiblardes, quoi, par rapport au niveau qu'on doit attendre pour battre Emmanuel Macron et pour battre l'extrême droite. Bah, ce meeting-là, pour plein de gens, c'est un signal de ralliement. C'est si vous voulez la force, si vous voulez gagner l'élection présidentielle, voilà la direction dans laquelle il faut aller, quoi. Parce que bah, certains candidats, ils sont pas capables de rassembler un petit bout de ces deux espaces-là, quoi. Des transitions qui sont au poil. L'idée de ces caméras 360, c'est de vous permettre, même si vous êtes pas si vous participez pas au meeting, de y participer quand même. Là, ça, une des deux qu'on utilisait, c'était exactement celle-là. Et ça ressemble à, donc c'est une caméra, c'est une espèce de boule avec plein de petites caméras tout autour, et ça sort en 4K. Oh mon Dieu, mais c'est comme si j'étais dans le meeting. Vous pouvez voir les gens et tout, vous pouvez vous retourner. Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oh là là, oh là là. Et donc ça marche à tous les moments du live. Là, c'est Jean-Luc qui parle. Hop. Hop là. Ah, donc là, vous voyez, pouf, vous pouvez tout bouger et tout. Et je crois même que sur ordinateur, vous pouvez zoomer. C'est pas dingo? C'est pas dingo? C'est pas dingo? Franchement. Vous pouvez voir votre voisine et tout, lui dire « Oh là, t'as mal mis ton masque » ou je sais pas quoi. Et là, donc, vous voyez, on est... c'est nous. On est assis sur le siège technique. C'est nous, on est le spectateur technique. Vous voyez? C'était bien cool. Qui a eu cette bonne idée? Bah, c'est mon équipe. On a eu l'idée, on s'est dit, tiens, voilà, encore un truc dingo à faire. Et puis nous, vous savez, dès qu'il y a des trucs dingo à faire, on est chaud. Donc on s'est dit, bah après tout, pourquoi pas. Et donc là, vous aviez celle gradin. Et celle gradin, je la trouve vraiment trop... Oh, moi, elle me fait plaisir, quoi. Vraiment, c'est... C'est trop bien, non? Vous trouvez pas que c'est trop bien? Là, je trouve, on se rend bien compte de la force parce que c'est vraiment comme si soi-même, on était dans le meeting. C'est trop bien, non? Et donc là, du coup, on est en train de réfléchir à les intégrer dans d'autres endroits. Je vous raconte pas tous nos secrets, mais vous allez voir. Bon, c'est sûr que pour voir Jean-Luc, il est un peu petit. Mais en même temps, il est un peu petit aussi quand vous êtes là. Hein? Eh oui, eh oui. Eh oui. Maintenant, on va faire un vote pour savoir si c'est cool ou si c'est pas cool. Ok? Comment un vote que je suis peut-être capable de gagner cette fois-ci? J'aime pas perdre. J'aime bien la démocratie, mais quand on a gagné. Mais du coup, quand vous le mettez sur mobile, donc vous pouvez déjà bouger comme ça pour le caler à l'endroit qui est le plus pratique pour vous. Genre, par exemple, si vous étiez le spectateur. Attendez, parce que je le fais à l'envers. Si vous étiez le spectateur, voilà, vous pourriez le caler sur la scène. Là, j'ai mis la scène. Et après, quand vous tournez, hop, quand vous tournez comme ça tourne comme si vous-même vous étiez en train de tourner la tête. Et du coup, effectivement, si vous avez un casque de réalité virtuelle, que vous faites ça, hop, vous vous tournez et vous voyez tout. C'est trop bien, non? C'est incroyable. Des transitions qui sont au poil. On vient à cet élément supplémentaire de la dynamique de la campagne de Mélenchon. Ils commencent à prendre en compte les éléments de l'émission de France 2. Cette émission, 2 millions de téléspectateurs sur
2 millions de téléspectateurs en direct, donc vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Une des parties que j'ai préférées, sans doute, c'était la partie sur l'international, sur l'Ukraine, parce qu'il avait face à lui quelqu'un qui était caricaturalement atlantiste. Alors ça commence direct, première question, Poutine, dictateur ou dictateur, dites-nous, voilà. Et Jean-Luc, je trouve, dans cette séquence-là, en particulier, a montré à quel point il était prêt à être un chef d'État. Parce qu'il a répondu en disant « Je ne veux pas dire quelque chose aujourd'hui qui rende le dialogue avec les Russes impossible dans 2 mois quand je serai président de la République. » Vous êtes en train d'évoquer la séquence avec Cohen. Pareil, Cohen, il était dans ses obsessions de trucs qui voulaient ramener, genre « Et alors Mélenchon, est-ce que vous n'êtes pas devenu islamo-gauchiste, etc. » Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était ça en gros ce qu'était cette séquence. Et Jean-Luc l'a renvoyé dans ses cordes à chaque fois en défendant ses positions et y compris, je pense, en rendant compréhensible à beaucoup de gens d'un coup les positions qu'il a tenues. Par exemple, sur la marche du 10 novembre, je sais qu'on a été beaucoup critiqué sur cette marche du 10 novembre, mais parce qu'on a été beaucoup caricaturé aussi sur... cette marche-là a été beaucoup caricaturée sur ce qu'elle était, et il a donné une réponse qui était en béton armé, devant 2 millions de personnes d'un coup, et je pense que certains ont peut-être y compris réfléchi sur leur propre comportement vis-à-vis de cette marche. Donc qu'est-ce que je disais ? C'est le moment fort, c'est l'échange avec Geoffroy Roux de Bézieux, qui est donc le président du MEDEF. Ce moment, il est fort en soi parce que vous avez un représentant du patronat, du grand patronat, qui est un tenant de l'économie libérale, capitaliste, productiviste, voilà, une personne politiquement de droite, du coup, dans ce qu'incarne la droite aujourd'hui, mais qui en même temps, et là c'est un peu une des spécificités de ce président du MEDEF là, mais qui en même temps commence à dire des choses assez intéressantes, et tout à l'heure je vais vous montrer ce qu'en dit Jean-Luc dans sa note de blog aussi. Donc vous avez, on va le caricaturer, on va dire le patron des patrons, la droite libérale, la droite capitaliste, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le représentant de l'inverse, celui qui veut rompre avec le capitalisme, celui qui veut qu'on partage la richesse, celui qui dit qu'il y en a certains qui se sont gavés, qu'il est temps qu'ils partagent, celui qui veut augmenter le SMIC alors que les autres vont nous dire que le problème c'est le coût du travail. Bref, vous avez 2 visions opposées, quasi de manière pure, de l'économie. Et puis, il se passe quelque chose d'intéressant sur ce plateau, c'est que on voit que ces 2 visions opposées de l'économie peuvent discuter et même trouver parfois certains terrains d'entente. Je fais un petit détour par la note de blog de Jean-Luc d'abord. D'ailleurs, c'est marrant, ça commence par « Chers journalistes du plateau de France 2 de jeudi dernier, plusieurs d'entre vous m'ont dit à la fin de l'émission attendre avec intérêt ce que j'en dirai sur mon blog. » Donc je pense qu'ils sont allés lire ce qu'il en a dit sur son blog. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il parle du livre de Roux de Bézieux en citant des extraits. Donc je vais vous lire les extraits qui sont cités aussi pour vous donner les éléments qui sont intéressants dans le livre de Roux de Bézieux, qui nous intéressent nous, les gens qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils sont des points d'appui pour notre propre discours, et y compris des points d'appui pour que certains patrons qui suivent et qui écoutent ce que dit le patron des patrons puissent nous être intéressés par ce qu'on dit. Il est un domaine majeur pour l'économie du XXIe siècle où la planification est absolument nécessaire. Planification déjà, bonjour. C'est celui de la transition climatique. Le problème simplifié de la transition climatique et environnementale, c'est que les ressources naturelles qui sont utilisées par les entreprises et les citoyens sont en quelque sorte gratuites. Et là c'est une analyse matérialiste extrêmement intéressante. Donc il parle du fait qu'il y a des choses qui sont gratuites mais qui au final ont un coût, et donc il dit en tout cas ne pèsent pas sur le compte d'exploitation et donc sur le prix payé par le consommateur final. Les économistes disent que les externalités ne sont pas pricées, parce qu'il faut mettre quand même des mots anglais sinon ça serait pas drôle. C'est pourquoi il faut que chaque filière puisse planifier ses changements technologiques pour aller vers une production décarbonée. Et il résume: parce que nous parlons d'un bien commun de l'humanité, le président du MEDEF vous parle de bien commun de l'humanité, et ça, c'est pas un petit événement qu'il y ait ça dans un livre du président du MEDEF. Accrochez-vous, parce que nous parlons d'un bien commun de l'humanité, le marché ne suffira pas sans une forme de planification. Bref, revenons à notre émission. Jean-Luc, qui est quelqu'un qui travaille ses dossiers, il avait lu le bouquin du président du MEDEF. Et ce qui était intéressant, et ce à quoi on ne s'attendait pas nécessairement, c'est que Geoffroy Roux de Bézieux, lui, il avait lu notre programme à nous. Et ça aussi, ça fait plaisir, parce que pour une fois,
pendant 20 minutes, 30 minutes, je sais plus combien ça a duré, mais pour une fois, il y a eu un débat de fond, vraiment de fond, sur deux visions économiques de la société, en désaccord, mais où chacun a pu préparer chacun a pu à la fois bien préparer ce débat et en même temps confronter des idées. Le début, il est génial à plusieurs niveaux. Donc, déjà, moi, le truc qui me fait marrer, c'est à quel point Roux de Bézieux arrive et commence à dire, bon, bah, il dit direct, il renvoie Léa Salamé dans ses cortes en disant, bon, bah, si vous voulez bien, on va débattre entre nous et après, on verra ce qui se passe. Et ce truc-là fait marrer Jean-Luc parce que, y compris lui, c'est des trucs qui lui arrivent en fait dans certaines situations. Et là, pour une fois, c'est pas lui qui le fait. Et j'ai trouvé ça, moi, de base, hyper marrant. Deux thèmes principaux, vous êtes au courant, vous allez débattre sur deux thèmes. Dans un instant, vous parlerez du nucléaire. Vous voulez en sortir complètement, Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas. Et de la transition écologique. On parlera surtout de ce qu'on a envie de parler. Voilà, déjà de base, ça part direct comme ça. On va parler de ce dont on a envie de parler. Allez, boum. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial. Déjà, vous voyez Jean-Luc qui commence à esquisser un petit rire. Mais vous allez voir, c'est pas fini parce que ça part déjà comme un petit rire. À la fin, ça finit vraiment littéralement comme un fou rire. Moi, j'étais dans le même état que lui. Je me suis dit, oh, dis donc, ça commence bien ce débat, ça va être sympa. Or, je dis Alors, non, commencez pas. Vous voulez faire comme vous voulez, sauf que nous avons décidé des thèmes. Vous êtes d'accord tous les deux sur les thèmes. Non. Et d'abord, vous vouliez débattre de votre politique économique, ça vous fait marrer, si vous êtes élu président, et notamment concernant les entreprises. Moi, ça me fait beaucoup rire cette séquence qui, en fait, je sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, c'est un truc dont je me rends compte parce que je connais bien Jean-Luc. Vraiment, je le connais bien et c'est le genre de truc qu'il fait. Et bon, du coup, ça instaure dès le départ une ambiance sur le plateau qui est une ambiance qui est très propice au débat parce que pour qu'un débat soit bon, pour qu'il ait du sens et du fond, et il faut de base respecter son interlocuteur. Et quand vous constatez chez votre interlocuteur des choses qui peuvent être similaires à des choses que vous faites vous, bah ça met une ambiance sur le plateau de départ qui est assez intéressante, je trouve. Donc il y a eu ce moment qui était déjà très drôle. Si vous êtes élu, vous voulez augmenter le SMIC à 1 400 € net, vous voulez ouvrir des discussions pour arriver aux 32 heures par semaine et vous voulez augmenter la fiscalité sur les entreprises. L'impôt sur les sociétés aujourd'hui est à 25%, il a baissé sous Emmanuel Macron, il était à 33% à son arrivée, il est aujourd'hui à 25%. Voilà pour le cadre. Geoffroy Roux de Bézieux, votre question. Bon, il y a d'autres trucs dans notre programme. Alors, vous avez un programme, moi je l'ai lu, hein. Je recommande à tout le monde de lire parce que c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord, par exemple. Bon, là, déjà, quand même, c'est énorme. Un président du MEDEF qui n'est pas d'accord avec notre programme, il le dit, hein, il dit aux gens de le lire. Et ça, c'est une attitude de démocrate qui est devenue assez rare dans le débat politique et dans le débat public. Il dit en gros aux gens, vous avez là un programme qui est bien fait, qui est bien structuré, et que j'invite à lire. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à avoir un affrontement avec ce programme qui soit un affrontement loyal et dans les urnes. Et dans une démocratie dans laquelle certains essayent d'empêcher des candidats de l'être avec les parrainages, en retenant les parrainages, des choses comme ça, moi je trouve que c'était une attitude justement de quelqu'un de démocrate et j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis bon, il dit que notre programme est bien fait, ce qui quand même nous fait un bon point. On a le mérite. On a le mérite d'avoir un programme, mais en plus, on a le mérite qu'il soit bien fait. Vous avez mentionné la francophonie, je pense que c'est un vrai sujet. Ça, par exemple. La mer, vous êtes le seul candidat à parler de la mer. Et on va pas... Bon, là, c'est les bons points qu'il donne à notre programme, et c'est vrai que Jean-Luc est... Vraiment, la francophonie, il y en a, ils n'en ont jamais même parlé dans un débat public. La mer, pareil. Et donc là, il arrive sur les points de désaccord. Et même sur les points de désaccord, c'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir ce qu'il dit. La transition écologique, parce que je pense que c'est le plus important, il n'y a pas que le nucléaire. Mais évidemment, il y a un point sur lequel on est en total désaccord, c'est ce que vous voulez faire pour les entreprises. Alors, comme il y a 150 pages, il y a énormément de mesures, je ne vais pas tout lire. Tiens, j'ai vu que vous avez mon livre, c'est ça? Lu dans le détail. Vous avez pris des notes. Oui, donc il y a beaucoup de mesures, je ne vais pas les détailler, mais en gros, ce que vous proposez finalement, c'est de revenir sur toutes les mesures pour entreprises qui ont été faites depuis 2013, mais même d'aller au-delà. En fait, vous allez cogner fort, très fort sur les entreprises.
Bon, c'est cohérent. Effectivement, ça correspondait, moi, ça m'a pas beaucoup surpris. Simplement, si vous êtes élu le 24 avril, vous ne serez pas que le président des Insoumis, vous serez le président de tous les Français, vous serez le président des entreprises, de tous les salariés du privé. Et une entreprise, ça fait pas grève. Une entreprise, ça a besoin de confiance. La confiance, finalement, c'est plus important que la compétitivité, c'est plus important que la fiscalité. Là, hyper important ce qu'il a dit. Pareil, c'est des trucs qui passent un peu au fil de l'eau, etc. Mais quand il dit la confiance, c'est plus important que la compétitivité, en réalité, il ne s'en rend pas compte nécessairement, forcément, mais il nous donne le point, en fait, sur ça. Il nous donne le point parce que tout notre programme consiste précisément à faire en sorte que les entreprises aient de la visibilité et que donc elles aient ce qu'ils appellent de la confiance. De la visibilité sur le coût de l'énergie, de la visibilité sur les taux d'emprunt, de la visibilité sur l'organisation du salariat, de la visibilité sur tout un tas de choses, de la visibilité sur la formation professionnelle. Et donc de la confiance dans l'avenir, dans ce qui va se passer, parce que c'est ça qui permet aux entreprises ensuite d'investir et de se dire, ah bah, si mon carnet de commandes est bien rempli, si je sais que je vais avoir des salariés formés, etc., j'embauche. Si je sais que les règles sont fixes, etc., eh ben, ça crée un état qui est positif, un état des choses qui est positif pour les entreprises. Donc, nous, il nous dit ça sur le thème « ça ne va pas créer de la confiance », mais en réalité, ce que lui répond ensuite Jean-Luc et la manière dont est construit notre programme, c'est précisément, notre programme n'est pas fait pour les entreprises, mais évidemment que Jean-Luc est président de tous les Français, y compris des patrons et des chefs d'entreprise, et à l'intérieur de ça, il y a justement cette idée de, appelons ça confiance, mais moi je préfère le terme de visibilité, de prévisibilité, avec justement cette planification écologique dont se réclame Roux de Bézieux, c'est ça qui est intéressant. Et donc là, finalement, pensant nous enlever un point, il nous en donne un. La confiance, c'est ce qui fait qu'un entrepreneur décide d'embaucher. C'est ce qui fait qu'il décide d'acheter une nouvelle machine, de changer ses camions. C'est ce qui fait qu'un restaurateur ouvre son restaurant ou un commerçant ouvre son magasin. C'est d'ailleurs vrai pour les entreprises comme pour les consommateurs. Votre question. Et ma question, c'est tout simplement comment est-ce que vous allez créer de la confiance avec ce programme? Parce que les entrepreneurs, ils ne feront pas grève, ils arrêteront. Là, c'est là, je crois que c'est là le moment où il dit. Juste, ils poseront le crayon, ils arrêteront d'embaucher, ils arrêteront d'investir. Et vous allez devoir faire avec eux parce que vous aurez besoin des entreprises. Bien sûr. D'abord, je veux vous remercier d'avoir accepté de venir. On m'a beaucoup déconseillé de le faire, mais moi, ça m'a plutôt donné de venir. C'est peut-être mon côté insoumis. Écoutez, moi, je m'en Ça, c'est sympa aussi. c'est pas banal. Je suis le représentant d'une gauche dite radicale. Vous êtes le président du MEDEF. Nous sommes séparés par deux visions du mécanisme économique. Donc moi, j'apprécie le fait qu'on puisse se parler. Je serai assez direct, comme vous venez de l'être. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la même responsabilité. Et ça change notre point de vue. Moi, je vois une chose. Ça fait 30 ans qu'on fait de la politique de l'offre. Réduire ce que vous appelez le coût du travail en cotisation sociale, réduire les impôts, obtenir des dégrèvements de ceci, des dégrèvements de cela. Et au bout de 30 ans, c'est la catastrophe générale. C'est-à-dire que plus rien ne marche, beaucoup de choses ne marchent pas, et que le capital a beaucoup changé. Le capitalisme d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 40 ans. Il est beaucoup plus financier, et il réalise des taux de profit. Il a utilisé une situation inouïe. Comme on est en pleine crise, et les gens s'enrichissent plus qu'ils ne se sont jamais enrichis. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Bah ça, c'est le chiffre dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des chiffres jumeaux, monsieur de Bézieux, sur lesquels je vous demande de vous arrêter un instant. Les chiffres jumeaux sont les suivants. Vous allez me dire il faut réduire le déficit de l'État. Je ne l'ai pas encore dit, donc laissez-moi faire mes réponses moi-même. Vous avez raison. Alors c'est moi qui l'ai dit. Il s'est senti Il un faut peu réduire piqué. le déficit de l'État, parce qu'en effet, il est excessif. Comment fait-on? Il y en a pour 140 milliards. On est d'accord sur le chiffre. À vous, on a donné 60 milliards, à vous, pardon, en général, aux entreprises, personnellement, 60 milliards de dégrèvement sur l'impôt recherche, une vaste blague qui a profité au secteur financier et à la distribution et pas à la recherche. On vous a donné c'est 7 milliards, oui, le CICE, ça devait être en choc, il y en avait pour 20 milliards. Bref, il y en a pour 60 milliards. Et 80 milliards d'interventions directes. Ça représente 140 milliards. L'État a été appauvri de 140 milliards et il lui manque 140 milliards, raison pour laquelle il est en déficit. Alors vous faites quoi? Donc moi, je rétablis l'équilibre. Il est largement temps, là vous avez raison, j'ai bien l'intention de faire ça, de reprendre tout ce que je peux reprendre, parce que le capital a bien respiré, maintenant c'est le tour du travail. Les gens vivent trop mal, monsieur Roux de Bézieux, dans ce pays. Ce n'est pas juste, compte tenu des fortunes qui s'accumulent. Quand on parle d'économie productive, là on va parler assez simplement.
Si je perds l'élection, vous aurez les mains libres. Ils vous donneront ce que vous voulez. Pas moi qui aurai les mains libres. Bon, mais j'ai lu le travail, Réussir la France du MEDEF. Je ne parle pas de votre livre qui est assez intéressant. Je le recommande à ceux qui doivent le lire. Je vous remercie. Oui, parce que si vous aurez les mains libres, vous verrez, je les connais. Mais si vous êtes élu, Si moi je suis élu, c'est vous qui allez devoir faire un compromis avec moi. Parce que moi, j'appliquerai mon programme. Mais ça, et je vais j'en vous doute dire. Mais bien sûr. Ça, intéressant. Aude Bézieux, il nous donne le point sur le fait qu'on est là pour appliquer notre programme. Alors que beaucoup de gens peuvent se dire que on fait un programme, je sais pas quoi, électoraliste ou gna 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 gna, pas du tout pour l'appliquer ensuite. Intéressant que Aude Bézieux dise ça sur un plateau télé à propos de Jean-Luc Mélenchon. Je prévois 200 milliards à la fin. Il y aura 200 milliards de plus dans le budget de l'État. Et j'ai déjà parlé avec quelques-uns de vos collègues qui défendent la politique de l'offre, qui me disent, vous êtes complètement fou de faire une ponction pareille. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous croyez? L'État ne va pas le garder pour lui. Qui est-ce qui, le premier, va bénéficier de ça? Vous, les entreprises. Avec la planification écologique, je vous donne le bien le plus précieux pour un patron. Là, si il vous répond. voulez faire un investissement, ce qui serait une nouveauté, parce qu'on a augmenté... Là, il est en train de répondre justement sur le truc de la confiance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la planification, je vous donne de la visibilité. les dividendes de 60... Non, écoutez, J'aurais monsieur pas, de non, Bézieux. j'aurais pas. Qu'est-ce que vous Les chiffres. qu'est-ce que vous Attends, répondez à je ça vais finir ma phrase. Oui, Laissez-les, je c'est un laisse débat, finir. Non, mais allez-y, d'accord, c'est un débat, donc dans un débat, on expose son point de vue. Alors, on expose le mien. Je voulais vous dire ça. Donc, tout ça va revenir dans la circulation générale de l'économie. Donc, je ne veux plus qu'on accumule à un endroit pendant que les autres n'ont rien et que la circulation s'interrompt. Voilà pourquoi, en vous offrant la planification écologique, je vous donne les moyens de faire de l'investissement en stabilité et en visibilité. Finalement, on peut trouver le terrain d'un compromis là-dessus. Mais avant, il faut passer à la caisse. Donc vous avez vu, c'est justement, il fait une réponse du berger à la bergère. Tout à l'heure, il lui a dit ce qui est important, c'est pas la compétitivité, c'est la confiance. Moi, je préfère visibilité, mais ça veut dire la même chose dans son vocabulaire à lui. Ils utilisent confiance parce que confiance, ça donne. Enfin bon, bref. Donc, ce qui est important, c'est pas la compétitivité, c'est la confiance. Ça veut dire quelque part que ce qui est important, c'est pas le coût du travail, contrairement à ce qu'ils nous ont répété pendant des plombes. C'est d'être capable de voir l'avenir et de planifier. Bon, bah justement, précisément, nous, c'est ce qu'on propose. On dit que ce qui est important, c'est la planification. Donc, c'est ce que dit Jean-Luc. Je vous donne la planification, mais il faut passer à la caisse. Faut passer à la caisse, ça veut dire que oui, effectivement, sur le coût unitaire du travail, il y a des trucs qui vont coûter plus cher, notamment, par exemple, en renchérissant le prix des heures supplémentaires au-delà des 35 heures. Parce qu'à l'heure actuelle, le coût des heures supplémentaires au-delà des 35 heures fait que la France n'applique pas du tout les 35 heures. Si les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étaient plus chères, bah, plutôt que de payer les gens un tout petit peu plus quand ils font des heures supplémentaires, les patrons ils se diraient bon ben on va peut-être embaucher, du coup ça coûte moins cher d'embaucher finalement, donc embauchons et ça crée de l'emploi, et l'emploi crée de l'activité économique qui est positive pour tout le monde. C'est un peu ce que le sens du discours de Jean-Luc dans ce moment-là. Bref, donc il lui dit ça. Et moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la réponse de Roux de Bézieux au début. Je crois que c'est à ce moment-là. Et à la caisse, ça veut dire quoi précisément? Ça veut Non, mais dire Le SMIC à 1 400 €, Voilà. le rétablissement... Oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai parlé du renchérissement des heures supplémentaires, mais l'augmentation du salaire brut avec l'augmentation du SMIC, ce qui veut dire à la fois le salaire net, puisque votre SMIC sera plus élevé net, et de toutes les cotisations qui sont versées, qui sont du salaire socialisé, qui permettent notamment de financer la sécurité sociale. Petite parenthèse d'ailleurs au passage, mais ça je vais la faire à chaque fois maintenant qu'on parle de salaire. Méfiez-vous de tous les gens qui vous parlent de augmentation du salaire net. Tous ceux qui vous disent « je vais augmenter le salaire net », parfois avec rien, je vais augmenter le salaire net, mais souvent ils vous disent en baissant les charges, en baissant les cotisations. Tous ces gens-là vous proposent de ne pas augmenter vos salaires. Parce qu'en réalité, vos cotisations, votre salaire socialisé, les cotisations, que ce soit celles que vous payez vous, que ce soit celles que paye votre patron sur le salaire, c'est du salaire qui est à vous, mais qui est mis en commun avec tous les autres Français. Pourquoi vous avez plus intérêt à ça? Parce que par exemple, vous ne payez pas la santé, vous ne payez pas la sécu, vous ne payez pas l'école, vous ne payez pas tout un tas de choses. Et justement, Zemmour, et c'est Zemmour et Pécresse en gros qui proposent ça, mais Zemmour s'est vendu dans la dernière émission de BFM TV qu'il a faite, là le truc avec le micro, que fait demain Jean-Luc, comment ça s'appelle, face aux Français, il s'est vendu complètement sur ça en disant il va falloir, il a dit à peu près comme ça, mais il va falloir raboter dans la sécurité sociale. Donc le type vous propose d'augmenter votre salaire net, dit-il, mais en réalité ce qu'il vous propose de faire, c'est de vous donner la part des cotisations qui vous servent à financer la sécurité
sécu dans votre salaire net, et ensuite de diminuer vos remboursements de la sécurité sociale, de raboter à l'intérieur de ça, et en réalité, eh bien, de baisser votre salaire final, puisque vous devrez payer plus cher vos dépenses de santé ou vous prendre une assurance privée. Donc tous les gens qui vous disent « je vais augmenter votre salaire net en baissant les cotisations et en baissant les charges », ne les croyez pas, ils sont en train de vous faire un gros bobard, ils vont juste vous coûter plus cher en engraissant au passage des assurances privées. Vraiment, méfiez-vous de tous ceux qui vous disent ça. Annulation de l'impôt sur Comme le c'est un recherche. débat, chacun va Et exposer son point de vue. un an des profits du CAC 40. Donc j'ai Allez-y, plusieurs je vous points. en prie. D'abord, bon, j'ai bien compris que vous allez faire votre programme. Sinon, moi, je vous prends au sérieux. Je pense que vous êtes prêt à gouverner. Sinon, c'est pas la peine. Pas la peine qu'on débatte. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être élu le 24 avril et vous allez former votre gouvernement avec, j'imagine, les gens qui sont derrière? Quelques gens, en effet. Ça va pas être le chaos comme certains le disent. Moi, je crois pas du tout à cette théorie. Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs d'entreprise vont faire comme un marin face à une... Bon, là, vous avez tout ce qui est important. Bon, après, par honnêteté dans le débat, on va laisser ce qu'il dit. Mais là, vous avez l'ensemble de ce qu'il dit. Il dit 1. Moi, je pense que vous êtes prêt à gouverner. Vous vous préparez à gouverner. Ensuite, il a cette phrase qui est incroyable. Il dit quand vous allez être élu et vous allez faire votre gouvernement avec sans doute une partie des gens qui sont derrière. Donc, le type nous dit, non seulement vous êtes prêt à gouverner, vous allez être élu. Il dit ça dans le sens... ça fait partie des possibilités, bien sûr, la formule qu'il utilise nous plaît bien, mais voilà, et il dit, vous allez sans doute gouverner avec une partie des gens qui sont derrière. Le type est en train de dire, vous avez un programme, vous êtes prêt à être président de la République et vous y préparez, et en gros, on s'en rend compte dans ce que vous faites, et vous avez de quoi faire un gouvernement. Et ensuite, il y a cette phrase, il dit, ça ne va pas être le chaos. Et ça, vraiment... venant du président du MEDEF, ça fait partie des choses qui sont, comment dire, qui sont des basculements importants. Parce que tout le jeu de la droite, de l'extrême droite, des libéraux, de ceux qui sont au pouvoir, etc., c'est précisément de faire peur sur la base de notre programme, ça va être le chaos, la catastrophe. Si jamais Mélenchon est élu, avant c'était les chars soviétiques qui allaient arriver à Paris. Ça peut être n'importe quoi. Il y en a même qui nous font Mélenchon président de la République, vous imaginez le bouton nucléaire, oh là là, on est à deux doigts d'une guerre nucléaire parce que quand il se lèvera le matin du mauvais pied, il va forcément appuyer sur le bouton par hasard en pensant qu'il était en train de mettre ses biscottes à chauffer. Enfin, voilà, faut vous imaginer ce que ça veut dire que un gars qui fait partie du camp d'en face en quelque sorte, du côté de ceux qui ont accumulé de la richesse pour l'instant et qu'on veut faire passer à la caisse, dit à celui qui défend les intérêts du grand nombre du peuple français qu'il est prêt à gouverner, que ça ne sera pas le chaos s'il gouverne et qu'il a une équipe de gouvernement. Bah ça, c'est un basculement énorme. Et c'est justement, ça fait partie des outils qui entrent dans la dynamique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans ce moment-là. Parce que de fait, il y a plein de gens qui, en regardant ce débat, de base, ils ont plutôt tendance à se dire que justement ça va être le chaos si Mélenchon est élu, que justement ça va être le bazar, que justement ça va pas être possible, etc. etc. Et là, ils entendent quelqu'un que peut-être ils écoutent, Monsieur Roux de Bézieux, qui dit bah non, c'est pas ça la situation. Par contre, il donne effectivement un tableau négatif de si on est élu. C'est normal, il est opposé à ce qu'on raconte et il pense que ça marcherait pas. Je vais le laisser par honnêteté intellectuelle. Mais il y a toute cette partie-là que je trouve vraiment intéressante sur ce que ça veut dire du sérieux de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à 2 mois de l'élection présidentielle. Et de fait, une séquence comme celle-ci montre que vous avez Emmanuel Macron d'un côté, et même si les sondages pour l'instant ne disent pas ça, et je reste persuadé du fait que les sondages sous-évaluent largement la candidature de Jean-Luc Mélenchon et surévaluent largement et la candidature de Macron et les candidatures des candidats de la droite et de l'extrême droite, Le Pen, Pécresse et Zemmour, je suis persuadé du fait qu'à la fin, vous avez 2 blocs qui sont capables d'avoir un débat de fond qui permette aux Français de trancher entre 2 positions économiques. D'un côté, le bloc Macron, qui là est incarné par le président du MEDEF, et, même si peut-être même qu'il vote pas Macron, j'en sais rien moi, mais en tout cas qui incarne la politique économique qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron, et de l'autre, le bloc Mélenchon, disons, qui est
un bloc qui va défendre voilà, l'intérêt du peuple, l'intérêt des salariés, l'intérêt des travailleurs, et pas ceux du capital. Je vous mets la suite, parce que quand même, ça va pas être le chaos, mais attention, ça va être quoi ? Une tempête. Ils vont mettre le tourmentin, la petite voile de tempête. Ils vont fermer les écoutilles. On parle des ils vont patrons, attendre. chefs d'entreprise. Ils vont arrêter d'embaucher, ils vont arrêter d'investir. Donc ça va pas être le chaos. Et d'ailleurs, ça ne représente pas des effets immédiats, parce qu'en économie, les effets, vous le savez, je pense que vous êtes d'accord, ils sont longs. Il y aura même peut-être une hausse de la consommation, parce qu'effectivement, si vous augmentez les salaires, il y aura une hausse de la consommation. Pardon. Malheureusement, la consommation de proximité, certainement, puisqu'on peut aller acheter sa baguette à Berlin, mais tous les produits manufacturés, vous savez qu'on est en déficit commercial absolument massif, et donc vous allez faire le bonheur des industriels allemands, des industriels italiens. Sur la planification, alors je pense que c'est un sujet peut-être le plus intéressant. D'abord, les aléas du marché, que vous entendez en quelque sorte supprimer, malheureusement, vous n'en avez pas le pouvoir. L'incertitude, ça fait partie de la vie et de la vie économique. Parce que le jour où le cours du blé, parce qu'il y a une mauvaise récolte, se met à 30, 50, 60%, ni vous, ni moi, on y peut quelque chose. Le jour où il y a une guerre, alors, je vous ai entendu sur l'Ukraine, je pas en complet désaccord avec vous, j'y étais au mois de juillet. Mais en tout cas, le jour où il y a une guerre quelque part. Intéressant aussi, c'est une petite phrase. C'est une petite phrase au milieu de tout, mais il dit sur l'Ukraine, je suis pas en désaccord avec vous. Faut savoir que quand on a fait le déplacement avec Jean-Luc Mélenchon en Russie, alors c'était vraiment dingue parce qu'on s'est retrouvé sur la place rouge dans un moment assez exceptionnel. Peut-être est un peu fort. Voilà, et donc il y avait la marche avec, il y a énormément de monde dans cette marche, et les gens se promènent en fait avec des portraits. Et les portraits, c'est des portraits des ancêtres qui ont combattu les haines, hein, les gros méchants. Et voilà, et donc on y était allé pour ça, et on avait rencontré Sergueï Udaltsov, qui est donc un opposant à Poutine, qui a été en prison pendant 4 ans quand même, pour des raisons politiques. Donc quand on nous dit qu'on est les pro-Poutine, comment vous dire ? Ça nous fait doucement rigoler, quoi. C'est pas vraiment notre tasse de thé politiquement. Néanmoins, nous ne sommes pas d'accord pour entrer dans des logiques de guerre avec la Russie. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans l'échange avec Roux de Bézieux, c'est que aussi Roux de Bézieux nous donne le point sur ça, précisément parce que aussi quand on est allé en Russie, on a rencontré d'autres gens, et notamment la chambre de commerce française en Russie. Il faut savoir que la France, en Russie, a des intérêts économiques qui sont très importants, et dont on ne nous parle jamais. Hein. Vous écoutez les médias prétendus amis de la terre entière, mais qui racontent n'importe quoi, ils ne vous parlent jamais des intérêts de la France en Russie, ça ne les intéresse pas. De toute façon, la France, globalement, on se demande si ça les intéresse beaucoup, et donc ils ne nous parlent pas beaucoup de ce qui pourrait être utile pour nous. Eh bien, sachez que la France est le deuxième investisseur étranger en Russie, et qu'elle est le premier employeur étranger en Russie. Il y a 160 000 personnes qui, en Russie, sont embauchées par des entreprises françaises. Donc, nous y avons des intérêts économiques qui sont très importants. Et dans le déplacement qu'on a fait, nous n'avons pas seulement rencontré le président du Front de gauche russe, nous avons aussi rencontré donc les représentants de la Chambre de commerce française en Russie, et donc plusieurs chefs d'entreprise à cette occasion-là, françaises en Russie. Et ils nous ont tous dit la même chose. Les sanctions économiques contre la Russie, c'est de la connerie en barre, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'une seule chose, c'est affaiblir les entreprises françaises, et par ailleurs, donc affaiblir les entreprises françaises en Russie, et par ailleurs, ça pour le coup, pourquoi pas, on pourrait limite être d'accord avec ça, mais par ailleurs, ça rend la Russie davantage autonome dans sa production. Et on nous avait dit un truc qui, moi, m'a marqué, mais à vie, les Russes se sont mis à faire du camembert. Voilà. Parce que comme il y avait qu'est-ce que je voulais dire, un embargo sur le camembert, enfin ça faisait partie des trucs, voilà, qu'on n'a pas le droit d'exporter, naninana, bah, ils s'en sont mis à faire eux-mêmes du camembert président, voilà, qui est fabriqué chez eux, et de la même manière dans l'agriculture, ils sont mis à produire leurs propres machines, je crois, non, à acheter des machines aux États-Unis, voilà, c'est ça qu'ils ont fait, parce que bon, les sanctions, ça va pour les Européens, mais laisse tomber les Américains, les sanctions, c'est pas pour eux. Bref, et donc ils sont devenus beaucoup plus autonomes dans leur production, et juste on se retrouve nous à avoir été pareil les pommes, mais sur tout un tas de sujets comme ça, à la fin le résultat des sanctions prétendument européennes, c'est juste des sanctions qui pénalisent la France, voilà. Donc des gens comme Roux de Bézieux, ils sont conscients de ça, ils sont conscients du fait que ceux qui sont les premiers impactés par ça, c'est aussi des entreprises françaises, d'accord ? Donc
il n'a pas envie d'être dans des logiques d'opposition frontale vis-à-vis de la Russie, pour des raisons purement économiques. Nous, c'est pour des raisons qui sont globales, c'est pour des raisons d'indépendance de la France, de sûreté du territoire en Europe. Voilà, donc c'est pas des intérêts similaires qui nous poussent à avoir une position comme ça. Quoique, encore que ça puisse se défendre, de défendre les intérêts de la France à l'étranger aussi. Mais voilà, et je trouve intéressant que le président du MEDEF, y compris sur ça, en parle des transitions qui sont au poil. Bon, j'ai fini sur l'émission de France 2, je voulais vous parler de tout ça quand même, mais il y a un dernier truc dont je veux vous parler dans la dynamique Mélenchon, et là on revient à aujourd'hui même, c'est le Discord Insoumis qui a lancé le site laec.fr. Alors ça faisait plusieurs... C'est quoi le site laec.fr? C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est donc normalement un livre, mais qui désormais est disponible sur un site internet. Voici le site du programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous le fais un peu en vision générale, donc vous pouvez consulter, pouf, vous arrivez dans le programme par grande thématique, par chapitre et par mesure, ok? Donc hop, voilà, vous avez les nouvelles frontières d'humanité, ça sert à un sous-chapitre de ordonner le monde, vous avez des grandes sections et des programmes, et des grandes sections et des chapitres, pardon, je fatigue un peu. Donc voilà, grande section humaniser les personnes et la société, chapitre égalité, chapitre émancipation, etc., etc. Là, vous avez l'ensemble du programme. Et ensuite, quand vous cliquez sur, mettons, une mesure, réunir une assemblée constituante pour passer à la 6ème République, vous avez la mesure détaillée, avec la mesure clé, les sous-mesures, etc. Vous avez aussi des éléments de sondage qui sont aussi présents dans le livre, et vous pouvez par exemple cliquer sur une mesure, pouf, et la partager. Tac, directement sur Twitter, vous avez le lien court pour la partager, vous cliquez ici, vous la partagez directement sur les réseaux sociaux, et par ailleurs, en plus, en parallèle de ça, hop, vous passez dans la section visuelle, chaque mesure est également déclinée en visuel, qui vous permettent de voilà, le télécharger et voilà, enregistrer l'image sous. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, enregistrer, pouf. Et là, vous avez l'image et c'est bon, clic droit. Voilà. Par ailleurs, si vous voulez faire une recherche de visuels, pouf, vous voulez les visuels sur l'égalité, et pouf, vous tombez dessus. Vous pouvez aussi faire une recherche par exemple, je m'interroge sur le handicap, par exemple. Hop. Voilà, vous avez les trucs à l'intérieur de l'égalité sur le handicap. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'égalité, ou est-ce que si je fais tous, voilà, c'est ça. Là, j'ai tout. Vous voyez? Ou si j'ai une autre question sur, par exemple, moi, mon sujet, c'est l'espace. Hop. Bon, vous avez des trucs qui parlent des espaces, etc. Mais vous avez aussi des choses sur les ressources spatiales, l'université francophone de l'espace, etc. Là, c'est pour trouver rapidement les visuels. Autre truc qui est rigolo, et ça, c'est un truc dont on m'a parlé en porte-à-porte. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Mais c'est sympa d'avoir l'outil qui permet de le faire. Il y a un type en Essonne qui a fait ça en porte-à-porte. Il racontait ça lors d'une réunion qu'on faisait à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et lui, il s'est imprimé des mesures du programme. Okay, il s'en est imprimé quelques-unes. Et il va voir les gens en leur disant « Tirez au sort une mesure du programme et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça ». Et c'est une manière d'amener la discussion politique sur un truc très concret directement, auquel les gens ne s'attendent pas forcément. Là, je vais le faire avec cet outil-là, vous allez voir. Mais c'est une manière très concrète d'amener la discussion. Alors allons-y, j'essaye, et on pourrait faire le test en porte-à-porte, ça donne quoi? Collectiviser les biens humains fondamentaux. Okay, établir par référendum la liste des biens communs et services essentiels, les collectiviser, créer un défenseur des biens communs chargé de produire et publier un rapport annuel, empêcher le droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé et de l'énergie. Vous voyez, bah, pof, là, vous dites aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour que ça soit privé, l'eau, l'air, le vivant, la santé, l'énergie? Et la plupart des gens vous répondront non, en général. Voilà. Dernier truc que je veux vous faire voir, c'est les livrets et les plans, parce que notre programme, il y a notre programme général, et puis ce programme-là, il est décliné en livret. Oh, je suis désolé, mais je suis fatigué. Il est décliné en livrets, donc qui sont des points de détail de notre programme. Donc là, vous avez la défense au service de la souveraineté, reconstruire l'école, etc. Et donc, vous avez les plans qui sont des plans détaillés. Ok. Et oui, effectivement, vous voyez, les propositions aussi à l'intérieur des livrets sont indexées. Alors ça, c'est vraiment génial. Hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, franchement, là, j'applaudis. Alors là, je dis bravo. J'étais pas prêt.
j'étais pas prêt à un niveau de qualité top plus aussi impressionnant. Donc vous voyez, c'est un outil qui est énorme, y compris pour entrer en contact avec des gens, pour avoir une manière d'introduire la discussion qui est, voilà, qui est un peu particulière, un peu spéciale. Et voilà, c'est une version 1 de l'AEC.fr qui est déjà énorme et qui en plus va être appelée à évoluer. Et c'est pour ça que si vous avez envie d'aider ce travail-là, c'est important de rejoindre le Discord pour pouvoir leur filer un coup de main, parce qu'on n'a jamais trop de gens qui sont capables d'avoir des compétences de ce type-là pour aller aider. Parce que vous allez avoir des besoins de compétences de ceux qui savent où sont les extraits, vous allez avoir besoin de compétences de gens qui savent comment on code, etc., etc. On fera ça pour 2025 et la nouvelle constitution. Nenni. Du coup, c'est le dernier élément de la dynamique Mélenchon que je voulais vous montrer. C'est cette dynamique globale qui existe depuis 2017 finalement. Des transitions qui sont au poil. Et d'ailleurs, vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler pour Jean-Luc, on m'a dit un truc. C'était il y a 9 ans. Hein, quand j'ai commencé à travailler pour Jean-Luc, et ce sera le mot de la fin. On m'a dit 2 choses. On m'a dit la règle numéro 1, c'est tu manges et tu pisses quand tu peux. Et vraiment, c'est une règle à appliquer tout le temps dans votre vie si vous êtes militant. Tu manges et tu pisses quand tu peux. Première règle. Et deuxième règle, et ça m'a marqué aussi, le repos est aussi une tâche révolutionnaire. C'est pas beau ? Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live, probablement dans très longtemps, je ne sais pas quand, mais ça fera plaisir. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, me dit le raid. C'est parti, au revoir. Je fais quand même une pause pour signaler que Miyu m'a dit que j'étais vraiment beau, et ça me fait super plaisir. Même si je trouve que les cheveux courts, en vrai, c'est nul. Personnellement, j'aime pas du tout. J'ai fait vraiment ça en mode genre, vas-y, ras-le-bol, mes cheveux, ils sont trop longs. Depuis que je me suis coupé les cheveux, mes idées partent beaucoup plus facilement de ma tête. Et voilà. Je cherche des théories pour défendre le fait que juste je suis fatigué, que voilà, j'oublie des trucs. Donc vous avez Pécresse, c'est bon, Macron, c'est bon. Ah, il est pas candidat, mais il a déjà ses parrainages quand même, comme c'est mystérieux. Va-t-il être candidat à la fin? Ouh. Donc j'ai plus de cheveux. Voilà. Ah, d'ailleurs, ça fait une jolie marque de casque, je crois. Ça va peut-être être un peu fort. Ah bah non, il n'y a pas de son. Ouh. Si, c'est un peu fort. Le son, j'en ai déjà parlé, arrêtez de dire qu'il était pas bon, je vous ai expliqué, on a dû brancher un micro au dernier moment, c'était la cata, c'était l'horreur et tout, on était là genre non, on avait prévu un super dispositif et c'est horrible, ça marche pas, etc. Ça on n'est pas d'accord. C'est trop moumoute, et très désagréable. Ah bah tiens, ils sont pas dans l'ordre, bah bravo. Ah bah bravo. Vous pourriez au moins faire l'effort de les mettre dans l'ordre, n'est-ce pas? J'essaye de faire des critiques pour être équilibré, parce que là ça fait 5, 1, 8, 2. Vous avez pas appris à compter, les gens du Discord. Non, pas le lien du site, le lien du Discord, Zarguette. Enfin, tu fais quoi? Faut écouter, qu'est-ce qu'on dit? C'est Papou qui vient de m'envoyer une petite moquerie. Papou, tu ferais mieux de venir te connecter sur Twitch et de participer. Vous êtes sérieux, les gens du Discord? Il y a personne qui suit ma chaîne, ça me rend vraiment très triste. C'est pas grave. Il faut savoir endurer et marcher sous les coups de la traîtrise de ses propres amis. Ah, exactement, ça fait mèche bourgeoise de la Sorbonne. Non mais arrêtez, faites pas ça, parce que c'est bon, je veux bien le... Regarde, je veux bien faire le bot, mais ça va être vite chiant. Arrêtez de mettre point d'exclamation Discord, ok? Pour l'instant. Sinon c'est trop fatigant. Donc... Ah là j'ai chaud maintenant. Toc. Je le fais moi-même pour éviter que vous vous moquiez d'avance. Franchement, attendez, je vais faire un sondage, juste pour avis, parce que comme ça la prochaine fois je le saurai. Est-ce que quelqu'un veut bien follow la chaîne si c'est pas fait, juste pour qu'on ait une alerte, pour que je sache si ça marche bien? Vous pouvez, oui, tester les subs. C'est le moment de vous abonner à la chaîne. C'est le moment d'envoyer des abonnements. Le mec il gratte. Non, pardon, j'ai même pas pensé, j'avoue, c'est un peu gratté. Je gratte le follow, d'accord? Ok. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, Hop, j'ai failli péter mon micro, c'est le moment de souscrire à un abonnement pour permettre de le rembourser. Je suis vraiment de droite, c'est horrible. Je suis un peu, voilà, moi en fait je suis un peu une tortue sagace du live Twitch. Il est pas très,
voilà, ça vient doucement, mais vous inquiétez pas, ça vient. Et après, ça marche super bien. Les OSEF, ils ont leur place. Non, on exige un avis, y compris sur des questions, parce qu'ici, on est des sondeurs. Et donc, même si vous ne vous posiez pas cette question-là, on exige que vous y répondiez. Par souci d'équité, parce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, eh ben, on fait un temps de parole équilibré entre le représentant du patronat et Jean-Luc Mélenchon. Ah, quand même, on rend l'appareil. Il a proposé de lire notre bouquin, on propose de lire le sien. Le nôtre est moins cher, parce que voyez-vous, nous, on essaye de faire en sorte d'avoir des bouquins accessibles. Pardon, s'il est tard, je fais des mauvaises blagues. Votez pour le trop long, s'il vous plaît, pour justifier le fait que je me sois coupé les cheveux très très courts. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, et il mangera toute sa vie. Voilà. Alors, le saviez-tu? Waouh, c'est stroboscopique. Le président du MEDEF a dit ça, vraiment sérieux? LAEC.fr. Oui. Emmanuel Macron est en bête, mais reste honnêtement en tête des intentions de vote exprimées au premier tour. Je m'essouffle un peu parce que je parle en continu, je vous prie de m'excuser, je vais respirer 2 minutes. Voilà, ça va mieux. Attendez, je vais boire un coup. Je fais partie des 28% de gens qui ont encore un peu de goût dans ce pays et qui trouvent que c'est pas possible d'avoir une mèche comme ça là qui fait nimp là. On veut bien tolérer un peu plus court, mais on n'est pas d'accord et là qu'il n'en est pas question. Donc voilà. Punaise, je savais que je serais pris sur la biscotte à chauffer, vous faites chier. Je voulais dire des toasts quoi, mais je sais plus comment on dit, le pain de mie, voilà, quand vous faites chauffer votre pain de mie au grille-pain, c'est ça que je voulais dire, pas biscotte. Ah, est-ce qu'on continue à avoir une tête de débile comme ça, ou bien est-ce qu'on passe aux choses sérieuses et mon seul ustensile étant une tondeuse qui me permet de me raser la barbe, et ben je me suis dit, allez vas-y, roule bouboule, et roule bouboule ça donnait la boule à zéro, presque. Voilà. Le mépris de classe pour les babos, il est total. Total, je ne supporte pas les sarouels. Mais non, je déconne, je les aime bien, c'est mes potes. Mais quand même, une chemise, une cravate. Mais vous savez que ma mère, effectivement, m'a envoyé un message en disant qu'est-ce qui s'est passé, la pauvre. Elle n'était pas très satisfaite de cette coupe de cheveux. J'ai cassé un truc. Rassurez-moi, tout marche bien encore? Ou j'ai pété un truc? Ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux. Je lui ai dit non maman, non va-t'en si tu veux. Voilà. Pardon, désolé, je chantais assez mal. Faites des campagnes présidentielles mais ça fatigue. Je veux changer de sujet mais le chat est figé sur les cheveux. J'avoue, c'est incroyable. J'ai lancé. Et moi honnêtement je pensais vraiment que ça provoquerait des réactions mais bien plus en amont. Je me suis dit que quand j'allais faire, parce que j'avais rien dit et tout, j'avais juste fait un peu du teasing, genre attention rendez-vous sur CNews avec une surprise capillaire, et je me disais ouais ça va faire un peu du buzz capillaire, et pas du tout. Ça a absolument pas marché, ça n'a pas fait de blague rigolote. Accrochez-vous les petits loups, accrochez-vous les petits loups, mais n'importe quoi. Accrochez-vous les petits loups, donc ça sera la formule. Eh, c'était marrant non? Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission sur Twitch vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Twitch. Je vous le redis, je mets le lien dans la description. Je vous invite également, si ça vous intéresse, à rejoindre mon Discord. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez vous de cette dynamique Mélenchon en ce moment. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!